Bonjour pour tout le monde, c'est un grand plaisir de vous présenter un cours sur les réseaux sans fil qui est destiné donc aux étudiants de la troisième année cycle ingénieur de la filière génie réseau et télécommunications de l'ENSA de Marrakech. Donc ce cours, il a des prérequis, il se base sur tout ce qui est télécommunication. Donc il fait partie des télécommunications et réseaux. Donc, ce cours aussi est destiné aux élèves ingénieurs des écoles d'ingénieurs, donc génie électrique, des étudiants de la licence en électronique et télécommunications. Ce cours se focalise sur deux technologies dans le réseau sans fil. Donc, il y a la technologie Bluetooth, donc tout ce qui est communication Bluetooth. On va voir donc tout un chapitre sur la technologie Bluetooth et aussi sur la technologie Wi-Fi parce que ce sont des technologies dans la vie quotidienne. Donc tout le monde utilise ces technologies. Donc on va voir beaucoup de technologies, mais on va se focaliser sur les deux technologies parce que tout le monde utilise les deux technologies. Un réseau sans fil, c'est une communication sans fil. Donc on a un émetteur et un récepteur. Donc il n'y a pas de câble. Il y a un émetteur et un récepteur. Donc on est obligé d'utiliser une antenne à l'extrémité au niveau de l'émetteur et une antenne au niveau du récepteur. Donc le réseau sans fil, c'est Wireless Network. Comme son l'indique, un réseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. Grâce au réseau sans fil, un utilisateur a la possibilité de rester connecté en se déplaçant. Donc l'avantage des réseaux sans fil par rapport au réseau filaire, c'est la mobilité. Même s'il y a des inconvénients qui peuvent donc apporter les réseaux sans fil, c'est les interférences, c'est un problème des obstacles, etc. Le réseau filaire, ce sont des réseaux câblés. Il offre beaucoup d'avantages, à savoir la sécurité et l'information, parce que l'information est guidée. Mais les réseaux sans fil, ils apportent un avantage de la mobilité. Donc l'utilisateur peut se déplacer en communiquant sans aucun problème. Donc je cite des exemples de réseaux sans fil. Il y a la Bluetooth, il y a le Wi-Fi, il y a communication par satellite, il y a les réseaux mobiles, à savoir 2G, GPRS, 3G, 4G, 5G, tout ça c'est le réseau, fait partie donc des réseaux sans fil. Donc il y a, ce qu'on va voir, il y a plusieurs catégories de réseaux sans fil. Donc il y a un organisme de standardisation des produits de télécommunications aux États-Unis qui s'appelle I3E, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Il y a le concurrent, son concurrent en Europe, c'est ce qu'on appelle le TSI, le Institute European Telecommunication Standards Institute sur le vieux continent. Mais les produits de l'I3E dans les réseaux locaux et dans les réseaux personnels, ils ont subi donc une réussite totale au niveau mondial par rapport à la norme européenne de l'ETSI. Donc les différentes catégories suivant leur étendue et les normes existantes. Il y a le réseau personnel sans fil. C'est un réseau dans un bureau. Donc on peut faire un petit réseau. Je vous donne un exemple d'un réseau WPAN. Par exemple, l'unité centrale avec le clavier, la souris avec l'unité centrale aussi. On peut avoir une liaison sans fil en utilisant la technologie donc, Bluetooth. Ça, ce qu'on appelle un réseau personnel, ça veut dire à l'échelle d'un bureau. Donc on va voir plusieurs variétés de ce réseau. Donc, il y a un groupe de travail, ça s'appelle I3E 802.15. Mais c'est quoi 802 802, c'est la naissance de l'I3E
en 1980, en février 1980. Donc il y a plusieurs groupes de travail. Il y a le groupe E30800.15, c'est pour WPAM pour les réseaux personnels. Et il y a les 30802.11 pour les réseaux locaux. Et il y a les 3.16 pour les réseaux métropolitains. Et il y a les W1, c'est les réseaux étendus. C'est les réseaux mobiles. Les réseaux mobiles avec les différentes catégories de réseaux mobiles. Donc pour les réseaux personnels, je cite plusieurs exemples. Donc il y a des sous-groupes aussi de travail. Il y a le sous-groupe E30802.1.15.1, il y a le sous-groupe de travail E302.802.15.2, il y a le sous-groupe de travail 802.15.3, il y a le sous-groupe de travail 802.15.4. Ce sont des sous-groupes de travail qui se trouvent à l'intérieur d'un groupe E302.802.15. Et chaque sous-groupe, par exemple, se charge de tout ce qui est technologie Bluetooth. 2, c'est un groupe de travail, ce groupe de travail qui se charge de résoudre le problème d'interférence entre les réseaux Wi-Fi et les réseaux Bluetooth, parce qu'ils utilisent, les deux normes utilisent la même fréquence. On peut avoir des interférences, ça c'est pourquoi ce groupe se charge donc de trouver des solutions pour lutter contre les interférences. Il y a le groupe E302.15.3, c'est l'ultra wideband, l'ultra large band, qui est utilisé dans l'audio-vidéo pour un débit très important qui peut aller jusqu'à 1 gigabit par seconde, en utilisant bien sûr la technique TDMA pour gérer la communication. Et aussi il y a ce groupe de travail E302.15.4 et se charge bien sûr de la technologie Zigbee. La technologie Zigbee est utilisée dans les jouets, par exemple dans la maison. Donc on peut avoir des jouets sans fil, donc pour envoyer des commandes, pour faire déplacer des jouets comme ça en utilisant la bande de fréquence 2,4 GHz. C'est la bande ISM. Après le réseau personnel, on va avoir tout ce qui est réseau locaux, sans fil. C'est Wireless Local Area Network. C'est la norme E302.11. C'est un groupe de travail qui chapeaute des sous-groupes de travail à l'intérieur. C'est le sous-groupe E302.11 infrarouge qui était en 1997. Et après, le sous-groupe de travail E302.11 FHSS, fréquence européenne Spectrum en 1999. Et après, donc, c'était l'évolution de la couche physique de réseaux locaux sans fil pour augmenter le débit de la communication. Parce que l'utilisateur aura besoin d'un grand débit, une qualité de service importante. Donc, c'était bien sûr le développement de la couche physique pour avoir un débit important, parce qu'il y a trop de demandes sur tout ce qui est data. Il y a aussi le sous-groupe E302.11D3S, Direct Sequence Spread Spectrum aussi, qui offre un débit jusqu'à 2 mégabits par seconde, jusqu'à 2 mégabits par seconde. Et la norme E302.11B. Donc B, c'est l'évolution, donc le Wi-Fi donc ne reste pas figé. Il y a l'évolution au niveau de la couche physique, donc on augmente le débit, donc en passant de la technologie E302.11 T3S à la technologie E302.11 B qui offre un débit jusqu'à 11 mégabits par seconde.
Bien sûr, la couche physique, ça veut dire on utilise des modulations qui sont responsables d'augmenter donc le débit. Après, il y avait aussi la norme E3O 802.11 A. A utilise la bande 5 GHz parce que les versions précédentes E3O 802.11 B, D3S, FHS utilisent la bande ISM, Industrial Scientific Medical, sur la fréquence de 24 GHz. Mais pour avoir un grand débit, en ne restant pas dans le même débit, 11 mégabits par seconde, reste toujours un débit faible. Donc, pour augmenter ce débit, donc, on doit augmenter en fréquence. Donc, en passant de 2,4 GHz à 5 GHz, parce que les deux, 2,4 GHz et 5 GHz, ce sont deux bandes de fréquence qui sont libres. Parce que l'UIT, l'Union internationale de télécommunications, il a bien sûr mis à la disposition donc, des applications, ces deux bandes qui sont deux bandes libres, sans avoir la licence, on peut les utiliser. Ce n'est pas comme les autres bandes de réseaux mobiles et d'autres applications. Donc, ce sont deux bandes libres. Donc, E3O 802.11a offre un débit jusqu'à 54 mégabits par seconde en utilisant la technique OFDM pour lutter contre les interférences. Mais cette norme est utilisée actuellement dans les entreprises. Les entreprises utilisent cette norme parce qu'elle est utilisée en indoor, donc en intérieur, à l'intérieur d'un bâtiment. Donc on l'utilise parce qu'elle lutte contre les interférences, parce qu'il y a la technique OFDM. Elle offre un débit jusqu'à 54 mégabits par seconde aussi parce qu'on utilise la bande 5 GHz. Parce que lorsqu'on augmente en fréquence, la bande passante augmente, le débit aussi augmente. Mais il y a un problème de cette norme, c'est que on perd la compatibilité avec les normes précédentes. Ça, c'est pourquoi on doit revenir à la bande 2,4 GHz, c'est la bande ISM. Pour revenir à la bande GHz, en passant donc à la norme E3O 802.11G. C'est une norme qui offre un débit jusqu'à 50 mégabits par seconde, comme la norme E3O 802.11a. En utilisant aussi la même technique, c'est la technique de multiplexage OFDM. Mais l'avantage de cette dernière, c'est que elle est compatible, donc elle est sur la fréquence de 2,4 GHz, donc elle a un grand débit, 54 mégabits par seconde, mais elle reste compatible avec les normes précédentes, avec E3O 802.11b, E3O 802.11d3s, E3O 802.11 FHSS, donc elle est compatible avec. Mais FHSS, entre parenthèses, elle n'est pas compatible avec toutes les autres normes parce qu'elle utilise une technique de saut de fréquence, donc on ne peut pas avoir une communication avec un point d'accès FHSS avec un terminal ou bien un client E302.11b au D3S, au G, parce qu'il y a la technique FHSS, parce que l'envoi des informations sur plusieurs fréquences. Mais pour B, D3S, B, G, etc., ils utilisent une fréquence fixe. Donc, ils ne sont pas compatibles. Donc, avec G, donc, on sera bien sûr compatible avec les normes précédentes. Mais A est toujours utile parce qu'il est utilisé par les entreprises. Donc il faut créer une autre norme qui présente un débit aussi supérieur, mais une norme qui communique avec toutes les normes et qui communique avec A et G et B et tout. Donc c'est ce qu'on appelle les normes multistandards. Les normes multistandards, donc c'est la norme E3O 802.11n. Donc N, il fonctionne dans les deux bandes de fréquence, dans 2,4 GHz et 5 GHz, avec un débit supérieur à 100 mégabits par seconde. Donc, il reste compatible avec toutes les normes précédentes. Il reste compatible avec A, qui a une fréquence 55 GHz, et avec G, qui a une fréquence 2,4 GHz, avec
B, D3S, etc. Donc, actuellement, dans les points d'accès Wi-Fi, on utilise E3E 802.11n avec un débit important et une compatibilité optimale avec les normes précédentes. Après le Wi-Fi, après le WLAN, Wireless Local Area Network, on va voir ce qu'on appelle WMAN. WMAN, c'est Wireless Metropolitan Area Network. C'est un réseau métropolitain à l'échelle d'une ville. C'est un réseau local, c'est à l'échelle d'un établissement, par exemple, à l'échelle d'un café, à l'échelle d'un bâtiment. Mais WMAN, c'est à l'échelle d'une ville. C'est comme le WiMAX, par exemple, c'est un exemple. Donc, il y a le groupe de travail E3E 802.11.16 qui se charge de développer cette norme. C'est le réseau métropolitain. Il y en a beaucoup local radio, c'est un exemple de WMAN. Et le WiMAX aussi, c'est un exemple de réseau WMAN. WiMAX, on peut avoir dans la ville une station de base WiMAX qui rayonne, qui envoie bien sûr l'information. Donc tout le monde se connectait via cette station donc, qui couvre une ville bien sûr, et tout le monde se connecte. Et bien sûr, dans les terminaux, vous devez avoir une carte à puce WiMAX. Parce qu'on achète des ordinateurs portables, par exemple, on doit avoir bien sûr des cartes à puce intégrées de WiMAX pour qu'ils puissent bien sûr. Donc on peut être des abonnés comme ça, donc pour se connecter à WiMAX haut débit, très haut débit. La dernière norme qu'on peut voir, c'est W1, Wireless Wide Area Network. C'est la norme E3E 802.11.20. C'est le réseau étendu. C'est le réseau étendu, c'est le réseau, à savoir le réseau mobile. Le réseau mobile, par exemple, le réseau de G, c'est un réseau étendu, avec une portée importante. Le réseau Internet aussi, c'est un réseau étendu. C'est l'analogie des réseaux étendus dans les réseaux filaires. Donc l'Internet, c'est un exemple de réseau étendu. Dans le réseau sans fil, la 3G, c'est un réseau étendu. Donc je peux surfer sur Internet via mon téléphone portable, donc avec quelqu'un, ou bien j'échange des messages, j'échange avec quelqu'un aux États-Unis, donc c'est un réseau étendu. Les communications par satellite, ce sont des réseaux étendus. Donc il y a beaucoup d'applications dans ce sens.